Quels sont les besoins de la faune? Nourriture. Nourriture, L'abri. l'abri, Reproduction. site de reproduction, puis de l'eau. Bon, en aménagement faunique, le principe, c'est si on fournit ce que la faune a besoin, on court la chance qu'elle adopte le site. Donc, c'est un peu ça qu'on pourrait mentionner. C'est pas parce que ça n'arrive pas la première année que dans 2-3 ans, ça ne va pas arriver. Ouais. L'autre élément, c'est qu'admettons qu'on a l'assurance que la gélinote va fréquenter le site. On ne sait pas combien. Et ça peut être avec une bonne densité comme une moins bonne densité. La température, il joue tout le temps. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Si on parle de perdrix, quels facteurs peuvent jouer? Qu'est-ce qui fait varier une population faunique? Prédation. Hein? Ben, l'accès aux ressources, ouais, c'est la ressource de qualité en quantité. Migration, donc les déplacements des populations. La température, je pense qu'il joue un grand rôle. C'est au niveau de la reproduction, justement, le reproduction. recrutement. Le recrutement, là, les naissances peuvent être influencées beaucoup. La perdrix, entre autres, est sensible à certaines périodes, au printemps, Au les printemps, jeunes. pluie, froid. Je te regarde, Nelson, printemps. parce que tu connais mieux cette biologie-là que moi. Ouais. Les sites de tambourinage, normalement, ton tronc d'arbre, s'il est frais coupé, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser. Il y a plus des bois mousseux et tout. Ça peut prendre un certain temps avant qu'il adopte le coin. Fait que, C'est ça. ça, c'est un élément qui entre en ligne de compte. Il neige chez eux, les neiges tardives aussi. Là. Fait qu'on joue beaucoup quand même avec un contexte d'incertitude, mais le principe est, si on fournit ce que l'espèce a besoin, on a plus de chances qu'elle fréquente le site. La présence de perchoirs, entre autres des oiseaux de proie vont pouvoir les utiliser. On parle des chicots, des débris ligneux. Il y a toute une vie là-dedans. Aérien aussi. Oui, oui, tout à fait. En inventaire multiressources, c'est qu'on ne considère pas uniquement les espèces commerciales. Dans la description de nos peuplements, les listes d'espèces qu'on va sortir, on va inscrire dans l'ordre du plus important au moins important en termes de présence observée, toutes les espèces, que ce soit commerciales ou non. À la limite, le sorbier serait la première espèce en importance, c'est lui qui serait nommé en premier. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi je considère ces espèces-là dans mes listes? Un intérêt faunique. Parce qu'il y a un intérêt faunique. En l'occurrence, le sorbier peut servir à quoi? Pour les fruits. Les fruits. Qui mangent les fruits? Les petits oiseaux. C'est ça, beaucoup les oiseaux. Pouvez-vous me définir l'habitat d'une espèce? L'habitat d'une espèce. Mm. C'est toute la superficie qu'il y a de besoin pour Subvenir subvenir à ses besoins de base. Donc, en fait, en aménagement forestier durable, on aime bien utiliser le principe des espèces focales. Ces espèces-là, on les choisit par rapport à leurs besoins, qui vont être de l'ordre de l'habitat. Donc, c'est sûr que ça répond à leurs besoins en abri, en nourriture et puis en général en reproduction. Donc, c'est des espèces généralement qu'on va essayer d'aller chercher avec des grands domaines vitaux, justement parce qu'on veut aller couvrir des paysages qui vont répondre aux besoins de plein d'espèces. Dans le cadre de la martre et du pécan, on les a choisis comme des espèces focales parce qu'elles ont des besoins très spécifiques, ou en tout cas des besoins qui permettent de répondre encore une fois aux besoins de plein d'espèces. Quand on parle de grands domaines vitaux, pour la martre, on considère à peu près en moyenne un 5 km², alors que le pécan, je vous ai dit tantôt, est à peu près 3 fois plus grand que la martre, mais il a un domaine vital qui peut être 2, 3, 5 fois plus grand que celui de la martre, donc on parle de 10, 15 à 30, voire 50 km². C'est vraiment dépendant en fait de ce qu'ils vont être capables de trouver sur le territoire, d'où l'importance d'aller combler tous leurs besoins. Les arbres qui vont être importants pour la martre et le pécan, c'est des arbres dans lesquels ils vont pouvoir trouver refuge et élever leurs jeunes en étant abrités du climat ou des précipitations. Donc c'est sûr qu'un arbre mort avec une grosse cavité va déjà lui procurer un abri, mais plus que ça, en fait, on se rend compte qu'ils utilisent beaucoup des arbres vivants dans lesquels il y a des cavités naturelles aussi, parce que ces arbres vivants-là, ils ont un pouvoir d'isolation qui est bien plus important qu'un arbre mort en fait. Au Québec, on peut penser que les essences qu'ils vont pouvoir utiliser, c'est des essences qui vont avoir la propension à avoir soit des pourritures de cœur, soit des essences nobles avec des forts diamètres. Donc, c'est sûr que le bouleau jaune, l'érable à sucre,
le chêne rouge, ça peut être des essences vraiment intéressantes pour ces espèces-là. Dans les résineux, on parle de résineux qui vont avoir des arbres où le cœur a des pourritures, donc ça crée des cavités naturelles comme dans la pruche, dans le cèdre ou encore dans les pins blancs. Donc ça, c'est les essences qui pourraient être préférées, mais comme vous voyez, c'est quand même une bonne diversité d'espèces et puis ça influence encore une fois votre choix de dire vous ne devez pas nécessairement insister sur une seule espèce, puis ils ont chacun leur rôle à jouer dedans. Fait ici, justement, on a un exemple d'un début de pourriture qui se crée entre deux arbres et qui va créer une cavité naturelle. Puis ce type de cavité-là, ça peut être utilisé par le pécan, par le raton laveur. Puis en fait, même les loups utilisent des tanières au sol qui sont faites à partir des souches ou, comme on le voit là, des cavités de bon diamètre qui se font dans des arbres qui sont encore vivants.